À chacun et à tous, bienvenue. La situation politique et socio-économique qui prévaut au Bénin est aussi débattue en dehors du territoire national. Elle préoccupe d'ailleurs la diaspora béninoise. Ses filles et fils du Bénin vivant à l'extérieur ont voulu donner de la voix et essayer d'apporter un vent nouveau dans ce tamar d'actions menées par des acteurs majeurs présents donc dans le pays. Le 23 novembre 2019, la diaspora béninoise à Paris et des acteurs politiques de l'opposition ont tenu une rencontre dénommée les Assises de Paris, une occasion pour eux de se prononcer sur la situation socio-politique et de prendre des décisions majeures. Le communiqué final issu de ces assises, structurées en 29 points, dénonce entre autres les persécutions d'opposants, la violation des droits liés à la liberté d'expression, la protection également des médias, les élections exclusives, la crise économique et la fermeture des frontières nigérianes. Les participants à ces assises de Paris ont aussi appelé, je cite, l'Union européenne et les Nations unies à geler les avoirs et interdire de voyage à tous les dignitaires du régime impliqués dans les graves atteintes portée à la démocratie. Une plainte est aussi annoncée pour être déposée auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, pour les crimes contre l'humanité perpétrés donc à Cotonou, Savè, Tchaourou, Kilibor et Kandi en février, mai, juin 2019. Les assises de l'opposition à Paris, une initiative de plus ou le choix idéal pour une décrispation de la crise. Nous en parlons avec Vigile Laroncet, Patrice Avala et Saturnin Diossou. Et c'est avec vous, Vigile, que je commence cette émission. Pourquoi avoir donc une fois encore organisé une assise sur la situation politique au Bénin, et cette fois-ci loin donc du territoire béninois? Tout dépend de ceux qui ont organisé. Là, il ne s'agit pas évidemment du gouvernement de Patrice Talon, donc je ne sais pas pourquoi vous dites pourquoi. Oui, c'est ceux qui n'avaient pas organisé donc d'assises, je peux dire, qui ont maintenant organisé une assise. Et ils ont dit assise, ils n'ont pas dit dialogue d'ailleurs. Si vous faites allusion à l'opposition, ce qui a été organisé au Chant d'Oiseaux, à l'époque, c'était juste circonstanciel et la conséquence, la réplique donc de ce qui s'est passé au palais des congrès, si je me trompe. C'est ça? Absolument. Au palais des congrès, donc c'était en réponse à un coup médiatique pour à l'international montrer à la face du monde que le dialogue de l'autre côté n'en était pas un, que c'était plutôt un monologue et n'avait pas meilleure illustration que d'afficher à la face du monde ceux qui avaient été délaissés alors qu'ils étaient des principaux acteurs, n'est-ce pas, de cette crise. Pour moi, les assises de Paris, comme on dit, dans ce contexte où il n'y avait plus vraiment d'opposition, pour ne pas dire qu'on ne voyait plus vraiment des acteurs de l'opposition s'exprimer et pouvoir afficher, n'est-ce pas, qu'ils étaient préoccupés par la situation, qui pouvaient rebondir, n'est-ce pas, autrement. Cela vient quand même comme pour nous rappeler qu'il y a encore l'opposition, notamment ceux-là qui sont à l'extérieur. Donc pour moi, ce n'est pas plus que ça. Sinon, les assises de Paris est trop loin pour influencer Cotonou tout de suite. Mais en même temps, quand vous entendez les résolutions, sans doute on va y revenir. Absolument. Ça, on peut dire que si c'est bien mené, ça peut vraiment faire bouger les choses. Alors, Saturnin Diossou, on a observé ici à Cotonou, au Champ d'Oiseaux de Cotonou notamment, ces assises également, d'aucuns l'ont qualifié donc de contre-dialogue, parce qu'au même moment se tenait donc au palais des congrès à Cotonou un autre dialogue organisé par le pouvoir. Les opposants, en tout cas pas des moindres, des figures emblématiques de l'opposition, ont tenu donc ces assises. Est-ce qu'aujourd'hui il est opportun pour vous de reprendre une assise, et cette fois-ci à Paris? Ce n'est pas la première initiative organisée par les Béninois de la diaspora vivant en France. Vous vous rappelez que pendant qu'on allait aux législatives, pendant que des initiatives étaient prises et présagères de ces législatives-là telles que nous les avons connues, en France, il y a eu des mobilisations de Béninois qui, à travers différentes manifestations, essayaient de porter leurs critiques
contre ce qui se faisait, critiquer ce qui se faisait à l'époque. Donc ce n'est pas la première assise de Béninois de la diaspora, pour qu'on cherche forcément à voir que c'est la duplication des assises du chant d'oiseaux à Cotonou ici. Vous parlez des assises de Paris du 23, mais le week-end dernier également, le 30, il y en a eu, je crois, à Gennevilliers, où on a eu entre autres la présence du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo. Ça va dans la logique de ce que je suis en train de dire, que ce n'est pas le comité qui s'engage donc pour la libération des exilés politiques et tout ça. Et on pourrait comprendre d'une certaine manière, parce que il y a quand même une légion de Béninois à l'extérieur, en France, qui auraient souhaité être au pays actuellement, mais qui pour diverses raisons n'est pas ici avec nous. Le dernier officiellement recherché parmi eux, que j'ai retrouvé le week-end dernier à la manifestation de Gennevilliers, c'est Valentin Agosso-Dialantin. Quand finalement au tribunal à Cotonou, il a été condamné, je crois, à 2 ans d'emprisonnement ferme pour ce document qu'on lui reproche d'avoir divulgué. Et quand on est suspendu au dénouement du problème, quand son sort dépend de ce dénouement, quand on sait que tant que la situation ne va évoluer, tant qu'il n'y aura pas une résolution, c'est qu'on ne pourra pas revenir au pays. Il y a de quoi ne pas se contenter de ce qui se fait à l'interne. Il faut également donner de la voix pour que, Virgile l'a dit, Paris c'est loin de Cotonou, ça n'influence pas directement. Mais quand il y a de ces manifestations, ça éveille l'attention de ceux qui sont autour d'eux, ça éveille l'attention des autorités qui sont là-bas. Et ces autorités, c'est peut-être une occasion de leur rappeler que la situation ne serait pas encore donc à la normale au Bénin et qu'il faille intervenir pour qu'il en soit ainsi. Patrice Avala, c'est vrai que ce n'est pas une toute première fois que les Béninois aujourd'hui à l'étranger, d'aucuns pour les activités diverses, d'aucuns parce que estimant que craindre, comme on le dit, pour leur sécurité. En tout cas, ces Béninois sont encore une fois organisés pour organiser ces assises de Paris. Ça tu parle donc d'éveiller leur entourage. Est-ce que vous avez l'impression que ces opposants qui aujourd'hui donnent de la voix ont pris exemple sur ce qui s'est passé depuis lors? Je dirais que, à défaut d'être sur le territoire national pour dire ce que l'on pense de la politique actuelle de l'équipe qui dirige le pays, ils se sont trouvés un cadre propice pour donner de la voix. Et c'est peut-être leur manière aussi de participer à la gestion du pays. Maintenant, quel est l'intérêt que l'on accorde à ces assises qui s'organisent sur le Bénin à travers le monde entier? Je pense que rien qu'à observer ce qui se passe au plan national, en prenant comme référence le Kodiam à Cotonou, ou non, le chant d'oiseaux plutôt, où l'opposition s'était retrouvée au même jour que les partis invités par le chef de l'État au palais des congrès, on pourrait dire que ce qui est fait au niveau de Paris le week-end écoulé n'aura aucun intérêt, n'aura aucun effet au Bénin. Mais l'objectif de ces initiateurs, je pense que c'est d'attirer l'attention du monde entier une fois encore sur ce qui se passe au Bénin, les différentes lois qui sont votées après même cette crise née de ces législatives du 28 avril dernier, et demander à cette communauté internationale d'agir pour que le Bénin puisse retrouver quelques jours souhaités par l'opposition. Au Bénin, l'opposition a du mal à s'exprimer. Peut-être pas contrainte, peut-être pas manque d'initiative, je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr depuis les 10, 11 et 12 de leur assise organisée au niveau du champ d'oiseaux à Cotonou, nous n'avons plus vu d'autres initiatives outre que ça. On a quand même vu le Père Soglo organiser une conférence pendant que le débat sur la révision de la Constitution était en cours. L'opposition ne se résume pas seulement au Père Soglo. L'opposition, c'est toute une gamme de personnalités politiques qui
ne disent certainement pas la même chose que le chef de l'État en place. Nicéphore Dieudonné Soglo s'est prononcé par rapport au document qui est voté au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'opposition c'est plus grand que cela. C'est vrai que en le faisant, c'est toujours dans le cadre des différentes actions que mène cette opposition. D'ailleurs, il y avait la résistance nationale qui avait présente au Bénin. Avait donné donc caution à cette déclaration-là. Bien sûr, donner caution, ça ne suffit pas. Surtout lorsqu'on sait que tout ce que l'on fait comme déclaration ne dit apparemment rien à l'équipe qui dirige aujourd'hui le pays. Et donc, ils ont certainement changé de stratégie et de moyens de lutte pour faire face à cet appareil politique qui dirige le pays depuis 2016. Et on fait l'option, puisque beaucoup ont quitté Cotonou pour rejoindre ceux qui sont au niveau de la diaspora, les membres de la société civile, ceux-là qui sont recherchés par la justice ici. Eh bien, ils ont parlé, ils ont émis des vœux, ils se sont adressés à la communauté internationale, ils ont dit ce qu'ils pensent de la gestion du pays, mais moi je dis que la lettre est plutôt donnée à l'international qu'à Patrice Talon et à toute l'équipe qui dirige le Bénin depuis le Patrice Abala, lorsque vous parlez donc d'alerte qui serait donnée donc à la communauté internationale, vous-même vous avez rappelé tout à l'heure que ce n'est pas une toute première fois que on a vu des organisations politiques citoyennes. Vous avez parlé des personnes qui sont venues du Bénin, il y a également des personnes qui sont venues de la France, de la Belgique, du Danemark, de l'Italie, de la Grèce, de la Suisse, de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Ghana et du Nigeria. Mais est-ce que quand on regroupe tout ça et que on parle et qu'on n'a pas l'impression que ceux à qui s'adresse le message sont en train donc de bouger la ligne, parlant donc de l'Union européenne, des États-Unis, de la CEDEAO, est-ce que ce n'est pas une prêche dans le désert? Non, ce n'est pas... ils ne prêchent pas dans le désert, les membres de l'opposition, en initiant ces genres de rencontres. Je pense que c'est le silence qui serait suicidaire. Parce que lorsque vous ne dites rien, c'est-à-dire, vous donnez votre consentement à ce qui se passe. Et ne pas donner son consentement, il faut donner de la voix. Et ils se sont trouvés les moyens pour donner de la voix, pour se prononcer sur la politique qui se mène au pays. La politique, ils ont été clairs, politique d'exclusion. Et les textes qui sont votés après même les législatives du 28 avril, ils ont donné l'alerte également que des choses se préparent encore à l'interne au Bénin. Pour 2020, pour 2021, ce sont des rendez-vous d'exclusion encore qui se préparent. Et quand c'est comme ça, le risque, c'est qu'on se retrouve face à une situation pire que celle qu'on avait vécue au lendemain des législatives dernières. Et il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut dire à la communauté internationale qui déjà sait ce qui se passe, mais qui certainement attend que cette opposition puisse réagir. Parce que sans aucune réaction, la communauté internationale ne pourrait pas demander des comptes aux dirigeants actuels de notre pays. Ce serait sur quelle base? Il faut se trouver des bases pour intervenir dans un débat qui visiblement ne vous regarde pas. Si tel est le cas, je pense qu'ils ont de bonnes raisons de se réunir et j'aurais même souhaité que ce soit de façon fréquente, que ce soit même à l'interne, parce que le risque que ne prend pas l'opposition, les leaders de l'opposition béninoise, les risques qu'ils ne prennent pas, c'est qu'ils ont peur de se retrouver en prison, puisque c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, les gens qu'on a libérés à la faveur de cette loi d'amnistie, ce sont, on peut dire, des menus fretin. Mais les leaders de l'opposition, lorsqu'on leur brandit dans leur figure une convocation tout de suite, ils savent qu'ils seront déposés. Et quand c'est comme ça, ils se trouvent les moyens pour quitter le pays. La lutte va être menée avec qui? Bien évidemment, ceux qui ont encore le courage pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Et comme ils sont de l'autre côté de l'étranger, ils ne s'effraient pas et ils n'ont pas de difficulté à se rencontrer. Moi, j'ai vu dans une salle, la salle qui a servi à cette rencontre, une salle noire de monde.
je me suis demandé si nous sommes en Europe ou bien nous sommes au Bénin. Avec ce monde de Béninois qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, je pense que ça doit donner matière à réfléchir aux dirigeants actuels pour changer de fusil d'épaule et écouter également les autres. C'est ça également la démocratie. La démocratie, c'est aussi bien l'opposition que la mouvance. Et ils ont fait la proposition pour sortir de cette situation-là. Dans le fond donc de ces recommandations, puisque à la fin il y a eu un communiqué final. Vigile avancé, je parlais donc de prêche, qu'il s'agirait donc d'un prêche dans le désert. Patrice démontre que il fallait forcément procéder ainsi pour alerter, pour maintenir donc la veille. Par exemple, ces participants à ces assises-là de Paris ont estimé que la liberté d'expression au Bénin est menacée, qu'il y a donc la traque à des opposants et que le gouvernement ne dit rien pratiquement par rapport à la situation liée à la fermeture des frontières nigérianes. Et pour finir, ils exigent qu'on puisse geler les avoirs des dignitaires du régime de Cotonou et pourquoi pas interdire ces personnes-là de voyage. Et à cela, ils ont affecté une liste précise de personnes avec nos prénoms oui, nos prénoms qu'ils ont affectés donc à l'Union européenne, tout comme à l'ONU, à d'autres institutions, n'est-ce pas? Je pense que c'est le nouvel élément qu'on a, n'est-ce pas, de ces assises-là, parce que sinon le reste, ce n'est rien de nouveau. On connaissait déjà qu'il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il avait ceci, qu'il avait cela. Cette liste-là, même une simple rédaction pouvait établir ça. Une rédaction pouvait établir cela. Donc, je crois que l'opposition peut-être a fini par comprendre qu'elle doit pouvoir être plurielle et agir certainement selon, n'est-ce pas, les aléas qui pourraient peser sur elle, selon sa position. Ceux qui sont à l'intérieur, vous ne les voyez pas, alors qu'on est à quelques mois, n'est-ce pas, des prochaines communales. Et rien ne bouge de ce côté-là. Pourquoi? Parce que sans doute les acteurs se disent que les lois qui sont votées, ils ne peuvent pas aller à une compétition avec ces lois-là et pouvoir battre, n'est-ce pas, les partis soutenant Patrice Talon. Ils se disent sans doute que si nous continuons cet activisme, on risque d'aller gonfler le nombre de ceux-là qui sont déjà en prison, etc., etc. Mais ceux qui sont en Occident, ceux qui sont à l'extérieur du Bénin, ce n'est pas les mêmes risques qu'ils prennent. Tout au moins, ils sont en position de sécurité comparé à ceux qui sont au Bénin, sur le territoire béninois. C'est sans doute cette position-là qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui. Et quand vous prenez le cas Bénin, on n'a pas idée, mais ce n'est pas toujours, la situation du Bénin n'est pas toujours connue à l'extérieur du Bénin. La situation du Bénin n'est toujours pas connue de toutes les capitales du monde. Et donc, vous voyez dans ces démarches, ces assises successives, encore qu'on peut trouver à redire sur ces assises qui se répètent en l'espace d'une semaine, 2 assises, je ne sais pas, sans doute ça a été programmé pour se tenir comme ça et pour qu'il y ait autant de monde. La dernière, il s'agissait d'un regroupement culturel. On veut vendre la culture, également accorder donc des fonds pour soutenir des initiatives de l'opposition, me semble-t-il. La culture et le mélangeage de la politique, moi en tout cas je m'en sors pas très bien. Les journalistes culturels par ailleurs. Et à chaque fois c'est appelé assise. Appelé assise. Peut-être que je me trompe de dénomination, mais je constate que sans doute cette opposition ou ces acteurs qui sont à l'extérieur ont fini par comprendre qu'il faudrait qu'ils puissent s'organiser et faire connaître, n'est-ce pas, ce qui se passe au Bénin. D'où cette liste de la situation du tableau. Hein. Cette liste faite en 29 points, comme vous le rappeliez tantôt. Ça, ce n'est pas pour les Béninois, ce n'est pas pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ce n'est certainement pas pour eux-mêmes.
c'est pour, n'est-ce pas, les cibles comme les institutions internationales, les partenaires de l'État béninois, etc. Il s'agit de 207 personnes plus précisément. De personnes à qui donc il est recommandé à ces institutions-là de geler les avoirs, leur interdire les visas, voilà, ne plus leur délivrer de visas, des mesures assez dures quand même, qui sont prises effectivement dans certains comptes des dirigeants de certains pays. Est-ce que la crise béninoise est connue déjà à l'extérieur pour que les chancelleries, les autres États en arrivent à cela? Je pense que certainement ils l'ont compris, ceux qui s'étaient réunis ce week-end également, et c'est peut-être pourquoi ils ont listé ces problèmes-là. Vous en dites quoi? Est-ce que la crise béninoise a atteint ce sommet pour obliger, même si les chancelleries avaient donc connaissance de cela, est-ce que la crise au Bénin a atteint donc ce sommet au point d'obliger les chancelleries à réagir comme ça? Je sais une chose, Olivier Net qui a été expulsé par exemple de cette manière-là, pour moi ce sont des erreurs, des fautes que le gouvernement aurait dû éviter, parce que ça pose le problème à l'extérieur, ça ouvre comme ça projette la lumière, n'est-ce pas, sur le Bénin, sur la crise béninoise, parce que, qu'on le veuille ou non, on va mieux s'intéresser, les pays de l'Union européenne vont mieux s'intéresser à la crise béninoise. Désormais, Olivier Net, qu'on le veuille ou non, dira lui sa part de vérité là-bas, et vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu, on nous a dit que la commission s'est réunie aussitôt pour n'est-ce pas, se pencher sur ce dossier, et ça n'a pas certainement dit son dernier mot. Ça, par exemple, la fermeture de frontières avec le Nigeria, ou la fermeture des frontières du Nigeria, tout ça, ça projette le Bénin devant l'actualité, et ça rend plus audible, n'est-ce pas, les complaintes des opposants. Donc, que vous le voyez, non, tout dépend, hein, tout s'apprécie. Si vous êtes dans une capitale comme une capitale africaine, à tort ou à raison réputée être dirigée par un dictateur, par exemple, vous comprenez que la gouvernance n'est pas la même, et que là-bas, on peut voir les choses autrement. Si vous êtes plutôt dans un pays où on tient plus à la démocratie, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, etc., on n'apprécierait pas les choses de la même manière. Donc, tout dépend de qui apprécie. Alors, Saturnin Diassou, il y a également une plainte qui est annoncée pour être déposée auprès donc de la CPI, notamment pour ce que les participants à ces assises de Paris appellent des crimes commis contre l'humanité, des crimes de guerre, on ne sait pas exactement. Et il y a également une liste de personnes ciblées, cette liste-là sera transmise en temps réel à la CPI. Une plainte à la Cour pénale internationale n'est non plus une première. Qu'il vous souvienne que, sauf erreur de ma part, Ladislas en a parlé, avait déjà dit qu'il a déposé une plainte à la Cour pénale internationale. Je crois que la Cour avait même envoyé une réponse comme pour accuser réception de cette plainte qui a été déposée devant elle. Alors que les assises dites de Paris, entre autres, recommandent une plainte à déposer encore à cette même Cour. Pour moi, c'est du déjà fait. Il faudra peut-être savoir à leur niveau comment faire pour suivre celle qui avait déjà été déposée, ou peut-être une autre déposée pourrait amener la Cour à savoir que bon, il y a plusieurs plaignants désormais, qu'il faudrait y aller plus vite. Parlant des personnalités également proposées à l'Union européenne et autres chancelleries afin qu'on leur interdise de voyage, je me demande si fait ainsi ce serait audible, s'ils pourront se faire entendre de ceux-là, de leur interlocuteur, de leur vis-à-vis. Je m'interroge même sur le mécanisme qu'ils mettent en place dans ces organisations, la forme qu'ils donnent à ces organisations. Depuis qu'ils grognent du côté de l'extérieur, je crois que c'est 1 ou 2 fois que j'ai appris que des Béninois sont allés, par exemple, devant l'ambassade de Bénin à Paris. Là, ce sont des lieux qui portent de sens. Ce sont des lieux où, quand vous vous rassemblez là, tout de suite, il y a quand même plus d'attention qui vous est portée que lorsque vous vous retrouvez
dans une salle par un comité culturel pour parler de l'initiative du samedi dernier. Et puis je le disais, où un peu de revendications, c'est quand même aussi l'occasion de danser. De voir l'art culinaire du Bénin. De découvrir, de vendre le Bénin. C'est le ministre de la Culture qui va être... le Bénin culturel, j'ai vu sur des images ceux-là qui étaient là en position de danse. Je ne vais pas dire en train de danser parce que je n'ai pas vu de vidéo, je n'ai vu que des photos. Cette forme de protestation peut-être rappelle le pays où quand on veut marcher, on appelle des groupes folkloriques, et puis on danse, on joue, on crie et tout ça. Ça, c'est samedi dernier. Et je parlais de la forme. Quand par exemple les Béninois se retrouveraient aux Champs-Élysées pour un sit-in, c'est un exemple, ou quand des Béninois de la diaspora apprendraient que Patrice Talon arrive à Paris et décide de lui réserver un accueil comme on envoie dans d'autres pays, au Gabon ou des ressortissants gabonais en France, n'hésitent pas à réserver un accueil du genre au président de leur pays à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Je crois que j'en ai vu même des images aux côtés de l'actuel président de France, Emmanuel Macron, ou des ressortissants d'un pays, d'écrire à un président qui était venu en visite et de nous demander à ce qu'on puisse mettre la pression sur lui. Ils savent certainement, ils sont dans le secret de leur stratégie, nous ne savons pas les stratégies qu'ils mettent en place. Et les pays européens, les pays étrangers, avant qu'ils se donnent le devoir, pour ne pas dire le droit d'intervenir dans un pays, il y a quand même un minimum qu'ils observent et qui les amène à juger de leur intervention ou non. La situation au pays, vous l'avez demandé à Vigile, est-ce qu'elle a déjà atteint ce niveau pour déclencher cette réaction des pays étrangers? Oui, peut-être sur papier, mais sur le terrain, quand le Bénin est vu de loin, tout est calme, tout va apparemment bien, même si on sait que les chancelleries à l'interne n'ont aucun doute de ce qui se passe, cachent leurs impressions, oui, diplomatiquement parlant, mais dans les milieux donnés, n'hésitent pas à lâcher, entre autres moyens, mais arriver d'avoir vent de manifestations prévues, manifestations à laquelle des autorités, et pas des moindres béninoises, étaient attendues, et en temps normal, on devrait leur accorder cet honneur-là, leur donner la parole pour qu'elles s'expriment à cette tribune, à cette manifestation. Mais dès que les chancelleries qui soutiennent l'organisation ont jeté un coup d'œil sur la liste des intervenants, ont vu qu'il y a des officiels béninois d'un certain niveau qui allaient intervenir, elles ont dit niet, qu'elles ne veulent pas qu'à cette manifestation-là, ces personnes-là prennent la parole. Et quand on le dit ainsi, vous regardez ceux à qui on interdit officieusement de parole, il faut vous interroger. Et quand vous voyez ces chancelleries dire ce qu'elles pensent là, dans les coulisses de la gestion du pays, qui les amène à dire, oui, vous les avez invités, ils vont venir, mais ils n'ont qu'à rester assis là où ils sont. On ne veut pas les voir à la tribune prendre la parole. Il faut vous interroger. Et quand ajouter à ça, comme Virgile est en train de le dire, l'Union européenne se voit recevoir son chef de file au Bénin, là, demande des explications, n'est pas encore convaincu. C'est des raisons supplémentaires qui peuvent les amener, à défaut de chercher à intervenir de façon directe, de chercher à intervenir de façon indirecte, retenir ce qu'elles avaient, peut-être ce qui les liait au Bénin, ce qu'elles devaient... Tout au moins chercher à comprendre réellement ce qui se passe dans ce pays. Oui. Est-ce que c'est vrai ce que le chef de délégation dit, ou c'est plutôt le Bénin qui a raison? Oui, tout à fait. Et quand j'ai écouté la dernière fois Alain Roula, le ministre de la Communication et de la Poste, dire que l'ambassadeur, le chef de file de la délégation de l'Union européenne au Bénin a dit tout de suite, quand il présentait ses lettres de créance au président de la République, dit qu'il travaillerait sur des questions plus politiques. On ne vient pas dire ça dans un pays quand on n'a pas reçu cette mission-là d'où on est venu. Je ne pense pas que Olivier Net arrive au Bénin, décide de dire ça, de travailler sur des questions plus politiques avec le Bénin, s'il n'avait pas reçu cette lettre de mission. Aujourd'hui, on le reproche de recevoir des opposants, de recevoir des personnes qui ne sont pas constituées, en tout cas des membres de partis qui souffrent aujourd'hui d'existence légale, d'être trop actifs sur des questions de protection des libertés. On a vu ce diplomate se rendre à la RAC. Vous vous rappelez de ce qu'il est allé dire. Il n'est pas le seul. Président. Il n'est pas le seul. Celle qui est ambassadeur des États-Unis au Bénin s'est rendue à la HAC. Il y a d'autres diplomates qui le font dans leurs visites, dans leurs activités qui sont purement ordinaires, comme il arrive également au ministère des Affaires étrangères. Oui, on dira que c'est le ministère de tutelle de ces ambassades-là, de recevoir des ambassadeurs étrangers pour parler de la situation, l'actualité sociopolitique au Bénin. Ça a été fait quelques fois. Donc je ne pense pas personnellement qu'Olivier Net puisse se permettre ça.
s'il n'avait pas reçu cette mission et s'il n'avait pas ce soutien d'une certaine manière. Vous avez vu que quand on a appelé les ambassadeurs du Bénin dans quelques pays qu'on a écoutés, les Pays-Bas, l'Allemagne, les gens n'étaient pas satisfaits de la réponse. Les gens n'étaient pas satisfaits de la réponse qui a été donnée. On demandait plus d'explications. La suite, c'est quoi? Est-ce que l'Union européenne va dépêcher tout de suite un autre ambassadeur au Bénin en remplacement d'Olivier Nduhette? L'Union européenne qui dit déjà soutenir son ambassadeur, ou est-ce que l'Union européenne va soutenir? D'ailleurs, il y a des médias qui ont annoncé que des délégations d'officiels béninois s'apprêteraient donc à se rendre à Bruxelles pour des explications. Une réaction de l'Union européenne pourrait être, par exemple, ne pas remplacer Olivier Nduhette au Bénin, en soutien, comme on en a connu pour la directrice de Air France qui a été expulsée. Je pense que c'est un signe de soutien pour la dame que de tout faire pour qu'au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive la remplacer, de tout faire pour que ce soit la même personne qui revienne. Donc vous pensez que tout ceci, ça participe à la visibilité? Je partage cet avis de Virgile comme quoi ça braque les projecteurs davantage sur le Bénin. Parce que je pense, sauf erreur de ma part, que concernant l'Union européenne, c'est pour la première fois que le Bénin expulse un ambassadeur du pays. Donc on peut s'interroger. On va écouter le diplomate qui est parti. On sait que dans les chancelleries, les mots sont passés et tout ça. Et ajouté à d'autres circonstances, diplomatiquement, il y a peut-être quelque chose qui va être retenu, que les gens vont retenir et tout ça. Mais à l'interne, est-ce que la situation est déjà à ce seuil pour que les gens interviennent de l'extérieur? Je ne pense pas. Je pense que à l'arrivée du président Patrice Talon en 2016, il était venu sous le vocal Bénin révélé. Et le Bénin révélé, ce n'est pas que aux Béninois, c'est aussi à l'extérieur du Bénin. Et maintenant, ça dépend de comment le Bénin est révélé dans le reste du monde. De toute évidence, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le Bénin parce que l'actualité au Bénin est suivie de par le monde. On se demande si c'est ce pays qui était référence en matière de démocratie. Est-ce que les Béninois sont consentants? Est-ce que les questionnements sont nombreux? Au point de susciter ces genres de rencontres, de susciter un grand intérêt pour la communauté internationale pour qu'elle puisse suivre un tant soit peu ce qui se passe à l'intérieur du Bénin. En réalité, les pays ne sont pas abandonnés aussi à eux seuls. Ce qui se passe, puisque chaque pays souscrit à des conventions au plan international. Et en tant que tel, vous êtes obligé de respecter les clauses de ces différentes conventions. Si vous ne le faites pas, vous attirez l'attention des autres sur le pays, sur ce qui se fait à l'interne. Et aujourd'hui, le Bénin semble donner cette image à la face du monde entier. De par le passé, on n'avait pas vu des Béninois se réunir autant à l'extérieur du Bénin pour dire ce qui se passe chez nous, ça ne va pas. Il va falloir que la communauté internationale puisse intervenir sur ce domaine ou sur tel autre domaine, surtout que nous nous approchons de certaines joutes électorales et des joutes électorales au cours desquelles on n'est pas sûr de voir l'opposition sur le point de départ. Et quand c'est comme ça, on se demande si c'est toujours la démocratie au pays. Est-ce que le pays a toujours ses lettres de noblesse sur le plan international? Mais est-ce que tout ceci suffit pour que les chancelleries puissent réagir? Réagir, je pense que tous les éléments... Si je me réfère par exemple à ce qui s'est passé en Guinée-Bissau où le président Vaz a juste voulu changer, non pas voulu, mais a changé le premier ministre à l'approche de la présidentielle. Mais la communauté internationale lui a dit niet de retourner l'ancien premier ministre à sa place. Ça suffit tout simplement qu'on puisse réagir. Et aujourd'hui, tous les événements... La pression de la CEDEAO. La pression de la CEDEAO. Et tout le monde a retourné. On a tout fait de tuer cette tension qui allait naître au niveau de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on a fait les élections. Le président en exercice s'est retrouvé 3e sur la liste. On aurait peut-être pu réussir à changer le premier ministre de ce pays, qu'on aurait touché à un certain nombre de choses au niveau des instances en charge de l'organisation de ces élections, qu'on aurait pu se retrouver peut-être premier même, et même avec une majorité absolue permettant d'être élu au premier tour. On a constaté qu'au niveau de la CEDEAO, au niveau de la communauté internationale, très tôt, on a
limiter les dégâts, on a dit, le contexte dans lequel vous êtes, ça ne vous permet pas d'aller jusqu'où vous allez là. Aujourd'hui, parce qu'est-ce qu'on veut la paix en Guinée-Bissau. qu'est-ce qui fait que cette organisation dont vous parlez traîne, a réagi avec vivacité sur le cas Bénin, et on observe que dans d'autres pays, ça va plus vite. C'est des questionnements qui persistent toujours. Est-ce que ce n'est pas également un handicap surtout pour l'opposition, la stratégie? Oui. Est-ce qu'on ne pêche pas par stratégie? Au niveau de l'opposition, on l'a toujours dit. Je pense que il y a un péché au niveau de la stratégie, au niveau de l'opposition. Surtout que les premiers d'eux, et bien avant d'ailleurs, on a eu des cas de mort. En Guinée-Bissau, ce n'était pas le cas. Si des morts, on en a eu parce qu'on veut organiser des élections, on a organisé ces élections dans le sang, suivi par la communauté internationale, on n'a pas situé les responsabilités. On a fait un dialogue national, un dialogue politique, un dialogue au cours duquel l'opposition, l'aile dure même de l'opposition ne s'est pas représentée. Et d'ailleurs, les participants aux assises de Paris ont dénoncé, ils ont dénoncé cela. Des opposants fabriqués et téléguidés par le pouvoir. Voilà, c'est suivi par la communauté internationale. On n'a pas situé les responsabilités. Qui sont ceux-là qui ont tiré sur des manifestants menus? Qui sont ceux qui ont donné l'ordre? Il faut situer les responsabilités. Maintenant, la CPI sera saisie et je pense que faire ce travail, non? Normalement, puisque l'institution est saisie par des Béninois, Saturnin semblait dire que cette plainte avait été déjà déposée, que cette nouvelle plainte qu'on annonce déposée au niveau de la CPI serait un plus. Je pense que s'il en faut même, il faut que d'autres puissent déposer des plaintes. Ça dépend de ce que chacun écrit dans sa plainte pour attirer l'attention de cette juridiction au niveau du Bénin. Je continue toujours par dire que ce sont des gens qui suivent l'actualité au Bénin depuis que ça a commencé, parce que le Bénin, depuis 1990, vivait d'une manière que toute la communauté internationale connaissait. Et quand ça a changé, à partir de 2016, ça a commencé par attirer l'attention au niveau de plus d'un. Et les scientifiques, on les a entendus sur la question Bénin. Le Bénin était un exemple, était servi dans les écoles scientifiques en matière de démocratie. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Tout ça réuni suffit pour appeler la communauté internationale à s'intéresser beaucoup plus à la question du Bénin. Et lorsqu'on va sur le terrain de l'expulsion, puisqu'il faut appeler un chat, même si on a tenté de se rattraper pour dire qu'on a retiré l'agrément, mais Oliver Nutt n'est plus au Bénin aujourd'hui. Conséquence, il a été expulsé. D'accord. C'est la communauté internationale qui est encore touchée et qui à ce niveau-là. Plus, alors, Vigile Avancé, les participants donc à ces assises de Paris ont mis en place des comités ad hoc pour fouiller, ont-ils dit, dans les dessous des contrats passés avec certaines structures. On pense notamment à la SB2E, au port de Cotonou et d'autres structures mises en affermage avec d'autres structures étrangères. Également, ces participants ont notamment estimé qu'il était temps qu'on puisse dire un mot sur ce Parlement, qu'ils ne reconnaissent pas jusqu'ici. Ils ne reconnaissent pas également la nouvelle constitution qui a été promulguée par le chef de l'État le 7 novembre dernier. Est-ce que tous ces éléments réunis est de nature, ces éléments dans sont de nature à nous aider à quitter la crise? Ou est-ce qu'on ne fait pas toujours des marches à reculons? Non, c'est clair qu'on est toujours dans la crise et ces opposants essaient d'attirer, je disais, leur cible. C'est pas les Béninois. C'est beaucoup plus au reste de la communauté internationale. Et donc, ils essaient d'attirer un peu l'attention des autres sur la situation au Bénin. Parlais tantôt donc de réveil et d'activisme. Vous voyez dans leur stratégie qu'ils ont compris qu'il faut se distribuer les rôles. Il faut se distribuer les rôles, il faut déjà faire connaître ce qui se passe au Bénin. Il faut documenter cela et c'est ça qui se traduit à travers donc ce que vous venez de lire et ces comités à mettre en place pour fouiller ceci, cela. Après, quel résultat cela peut donner? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, tout dépendra, n'est-ce pas, du rôle que les uns les autres se seront donnés et la manière dont ils les exécuteraient.
Et comme vous le voyez ou non, le Bénin aujourd'hui est donc projeté à la face du monde. La situation est connue de tous. Donc, qu'ils reconnaissent ou pas le Parlement, on en est là. Et Patrice Talon, après certaines avances qu'il a confortées il y a quelques jours, quelques semaines, à travers les différentes lois qui ont été votées. Et on ne sait pas comment ça va finir. Mais je sais que quand vous suivez bien et vous voyez ce qui se passe dans les autres pays qui ont connu des situations du genre, en tout cas, où on a vu des dirigeants, n'est-ce pas, être interdits de voyage. Je crois que ça s'est vu, ça se voit notamment avec des dictatures. On a vu le cas de la RDC. Le cas de la RDC, voilà, je crois que le président qui est parti. Abacha en a été... En Iran également, il y a eu le ministre des Affaires étrangères qui a été interdit de voyage. Tout près de nous, le Soudan de l'autre. Voilà. Donc, il a eu ces genres de cas-là. Seulement, c'est un peu sadique, on m'a dit. La communauté internationale ne se saisit du moins que quand véritablement il a... Quand c'est le moi qui est frappé. C'est en quantité de sang, souvent, ça se compte. Et dans les stratégies, quand vous voyez le terrain au Bénin, personne ne souhaite que le sang soit versé. Mais en même temps, si les choses se passent telles que ça se passe, ou tout au moins, enfin, c'est juste quelques promenades ou quelques bains de foule pour être plus poli, que Boniaï vient prendre, n'est-ce pas, à Cotonou, ou si c'est Nicéphore Soglo qui, bon, au fil des jours, appelle une conférence de presse, ou à Paris, bien loin là-bas, où on tient une assise, ou des assises, ou après 2 semaines. Et je pense que ce ne serait pas suffisant, n'est-ce pas, pour que la communauté internationale, l'opinion internationale se saisisse, soit frappée par ce qui se passe au Bénin. Je disais un peu que c'est du sadisme. Mais si il faut aller dans ce sens, je ne vois pas, parce que tout ne se passera pas à l'extérieur non plus. Tout ne peut pas se passer à l'extérieur. Si à l'interne, vous voyez les opposants qui ont peur d'aller en prison, qui ont peur d'aller en exil, qui ont peur de ceci, cela, tant que, si vous voyez l'histoire du monde, l'histoire des pays, ça ne bougera pas. Le système Patrice Talon va s'implanter davantage. Ce n'est pas éternel, rien n'est éternel, sinon le système Mobutu serait encore là, Hitler serait encore au pouvoir, même en Afrique du Sud, l'apartheid serait encore là. Rien n'est éternel. Mais si en face, effectivement, il n'y a rien, les opposants ne cherchent même pas, ne créent même pas d'incident, ou voilà, si ça aide Patrice Talon, n'est-ce pas, selon le statu quo. Selon moi, voilà. Ça ne suffira pas, les assises de Paris. Saturné Diasso, on va finir l'émission avec vous rapidement. Les participants à ce dialogue, en tout cas à ces assises de Paris, ont fait un clin d'œil à votre profession. On a demandé qu'on puisse faciliter la vie aux médias, que la RAC puisse travailler dans ce sens et qu'on ouvre les antennes de l'RTB également aux opposants. Qu'en dites-vous rapidement? Ceux qui travaillent dans ces médias-là, je ne pense pas qu'ils aient re-signé autrement. Hein. Des médias fermés, des médias brouillés, des médias en souffrance. Oui, parce que vous pensez à vous, Soleil FM, où vous avez des difficultés actuellement à exister, à continuer de faire votre émission. On parle de l'ERTB, ceux qui sont à l'ERTB ne s'en plaignent pas. Autrement, c'est ceux qui n'ont pas accès à l'ERTB et qui pensent que c'est de leur droit quand même d'avoir ces prestations-là. Nous sommes sur une chaîne publique qui dénonce ça. Mais qu'est-ce qui est fait à l'interne pour protéger déjà ces professionnels qui travaillent là-bas, pour qu'ils se sentent libres pour se départir des ordres qu'ils auraient reçus d'ici et là. La question de la liberté de la presse est une question profonde qu'il faudra aborder réellement. Parce qu'on dénonce ça au fil des régimes, mais chaque régime comprend la nécessité de maîtriser ce pouvoir qu'est la communication.
et met en place son dispositif pour qu'il en soit ainsi. Sur les médias publics, on sait déjà comment ça se passe. On enlève les dirigeants, on essaie de placer ceux-là qui sont fidèles. On a la capacité de faire des prêts à diffuser, d'envoyer sur ces organes-là pour diffusion. Dans les privés, vous savez comment ça se passe. Il y a des contrats qui sont signés avec les rédactions, les organes de presse, et puis c'est des pactes de non-agression comme ça qu'on signe avec vous. Quand on sera dans ce système, on ne peut pas dire que la liberté d'expression sera garantie. Celui qui ne vous tient pas le ventre, c'est qu'il tient tout votre être. Si vous ne mangez pas, vous pouvez mourir de faim. Merci à vous, Saturnin, Vigila Roncet, Patrice, pour vos différentes contributions ce soir. L'intégrale, c'est la fin. On se retrouve encore demain.